Bonsoir. Lorsqu'on parle de sport, mieux football, en général rentre en jeu émotion, passion, tension. Cette dernière peut être plus ou moins forte en raison des enjeux. La Coupe d'Afrique des Nations vient de s'achever en Côte d'Ivoire. Au-delà de la passion pour cette discipline, il y a eu beaucoup d'émotions, par exemple lors du dernier match de poule entre le Cameroun et la Gambie. Mais également une grosse tension après la défaite contre le Nigeria. Les Camerounais, qui rêvaient d'une 6e étoile dans le pays qui leur a donné la première 34 ans plus tôt, se sont brutalement réveillés. Débité, déçu, le pays aux 30 millions de coachs a rapidement trouvé les coupables et certains exigent leur départ. Commence alors un autre match où se challengent différents arguments avec toujours autant d'émotions, de passion et de tension. Qui a tort, qui a raison? Bien courageux celui qui répondra à cette question sans provoquer un autre débat. D'ailleurs, le pays qui connaît une nouvelle augmentation du prix du carburant et donc la cherté de la vie, en ce moment, pas de place pour le football. Toutefois, il faut rappeler que loin des émotions, le sport, notamment le football, est non seulement un métier, mais celui-ci crée de nombreux autres autour qui font rêver, susciter des vocations, du moins, il fait vivre de milliers d'individus. L'on peut citer donc le football en lui-même comme métier ou même le journalisme. S'agissant justement de ces derniers, ils savent rendre compte, mais parfois, force est de constater que lorsqu'il y a match, justement, ils peuvent raviver les tensions. Ces derniers, donc présents en Côte d'Ivoire, vont nous faire vivre ce qui s'est passé dans les gradins que dans la Côte d'Ivoire en elle-même. L'historien du présent de ce soir est naturellement un journaliste spécialisé dans le sport. Il est rédacteur en chef à Radio Sport Info. J'y arrive. La débâcle des Lions en terre ivoirienne, chose vue et entendue, c'est avec Georges Bimbé assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir Georges et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Oriane, bonsoir aux téléspectateurs de STV. C'est un plaisir d'être là. Serait-ce tard de dire bon retour ? Non, c'est gentil de votre part de me souhaiter un bon retour. Je suis très content de revenir chez moi, de retrouver notre pays. Alors on va féliciter la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique. Oui, il faut rendre hommage à cette équipe parce qu'elle a réalisé un parcours très intéressant. C'était pas gagné. Il y a eu notamment en phase de poule ce fameux 4-0 concédé devant la Guinée équatoriale. C'était un moment très difficile parce que j'ai eu la chance donc de vivre cela avec certains Ivoiriens et c'est un moment que je ne souhaiterais à aucune nation qui organise une compétition. Mais derrière, ils ont su avoir les ressources nécessaires pour revenir et pour remporter ce tournoi. Donc bravo vraiment aux Ivoiriens. Il faut dire qu'elle brise également le signe indien du pays organisateur qui ne gagne pas toujours sa CAN. Ça fait plusieurs années quand même. Oui, ça faisait longtemps. Je pense que si on retire la Tunisie et puis je crois dans une moindre mesure l'Égypte, ça fait longtemps qu'un pays organisateur n'avait pu gagner le tournoi, mais c'est toujours intéressant d'avoir un pays organisateur qui va plus loin parce qu'il y a plus d'émotions, plus d'effervescence dans le pays et ça motive davantage les gens à aller au stade. J'imagine ce que ça aurait été si la Côte d'Ivoire qui est un peu revenue d'une situation complètement inimaginable. Ce qui se serait passé si malheureusement cette équipe de la Côte d'Ivoire était sortie en phase de poule. Ça allait être très très compliqué même pour la beauté du spectacle. Oui, et on revoit là donc les autres métiers derrière le football. Ouais. Je veux dire les stades qui ramènent de l'argent pour l'État. Alors cette Côte d'Ivoire là qui était pratiquement éliminée après les matchs de poule, finalement elle est championne. Est-ce que les Lions indomptables présents en Côte d'Ivoire auraient pu faire comme cette Côte d'Ivoire ? Oui, c'était possible. Je pense que toutes les équipes qui sont là en Côte d'Ivoire avaient pour ambition, notamment des équipes qui ont une histoire avec ce tournoi. Je pense à l'Égypte, je pense au Cameroun, au Nigeria. Ce sont des équipes qui, quand elles arrivent à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je pense que l'ambition était là. Malheureusement, il nous a manqué des choses qui font que peut-être on n'est pas allé jusqu'au bout. Et c'est
ce sont peut-être de ces choses qu'on va parler. On va échanger. Mais oui, le Cameroun avait plein. De toute façon, quand le Cameroun va à une Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour la remporter. Généralement, le Cameroun n'y va pas pour sortir en phase de poule. Bon. Les Lions indomptables, j'ai précisé ceux présents en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que j'ai demandé. Ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils auraient pu réaliser, est-ce qu'ils avaient... Ils avaient un effectif intéressant. Ils avaient sur le banc de touche quelqu'un qui a déjà gagné la compétition. Et puis ils avaient, puisque ce sont ces Lions de la Côte d'Ivoire en plus, au niveau de la coordination de l'équipe, un président qui est probablement l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire en Afrique. Alors, selon vous, 4 matchs sur 7, c'est accordé avec faute ou... Pour le Cameroun, c'est un échec. D'accord. Oui, clairement, on ne peut pas... je vais dire, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, quand le Cameroun va à une Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour gagner la compétition. 4 matchs, c'est une élimination en 8e. Donc c'est un échec. Maintenant, il y a, comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer ci ou ça, mais c'est un échec. Il ne faut pas se cacher pour le dire. Dans les 4 matchs, le plus exaltant, ça reste un Cameroun-Gambie qui a suscité beaucoup d'émotions. Bon, le Cameroun, comme d'habitude, a fait parler de lui au lendemain de ce match. Cette Gambie-là a été battue par le même Cameroun 1 an, disons 2 ans avant. Qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que les Lions qui ont peiné à revenir au score et à mener la Gambie ont dormi sur leur laurier après le 2021? Non, je pense que ça a été un tout autre contexte. Ça a été un tout autre contexte. Là, on est arrivé à cette compétition malheureusement avec des situations qui pour moi ont eu un impact sur le groupe, sur sa façon de s'exprimer sur le terrain. Je pense qu'on n'a jamais vu une équipe du Cameroun autant donner l'impression de ne pas véritablement, mis à part le match face à la Gambie justement, curieusement d'ailleurs, mais on a rarement vu une équipe du Cameroun aussi tâtonnante, qui donnait le sentiment d'être crispée. Les joueurs qui donnaient l'impression de ne pas être capable d'être au niveau de cette compétition. Alors oui, le match contre la Gambie a été... on a peiné, mais on a peiné aussi parce que c'était un match coup près, aussi parce que les Gambiens savaient que cette équipe du Cameroun, c'est pas l'équipe qu'ils ont affrontée il y a de cela quelques temps, que le contexte n'est pas le même. Ils étaient certainement au courant de l'ambiance au sein de l'effectif du Cameroun au moment d'aborder ce match. Et surtout, c'est une équipe qui rêvait aussi d'aller en 8e de finale. Donc je pense que c'est tous ces éléments rassemblés qui donnent le match qu'on a eu avec cette formation d'Ambiel. Alors, lorsqu'il y a échec, forcément, il faut dégager les responsabilités. Et justement, dans son adresse à la jeunesse le 10 février dernier, le président de la République a relevé que pour le rayonnement du football, le gouvernement engage d'énormes moyens. Et donc, il doit exiger de meilleurs résultats. D'ailleurs, le rapport du ministre des Sports est attendu. Qu'est-ce qu'il faut comprendre lorsque le président fait une telle sortie? Déjà, la première chose, c'est qu'il n'est pas content. Et le fait qu'il ne soit pas content, je pense que si vous avez vécu la défaite face au Nigeria, la défaite contre le Sénégal, l'attitude de certains joueurs, vous ne pouvez pas être content. C'est impossible d'être content dans ces conditions-là. Et donc, il faut comprendre par là qu'il n'est pas content, qu'il attend plus, qu'il y aura aussi des mesures qui seront prises pour que déjà qu'on ait moins ce type de déconvenu. Et maintenant, la difficulté avec le discours politique, c'est savoir ce qu'on met dans les instructions qui sont données, parce que ça peut être analysé de plusieurs façons. Ça peut vouloir dire que la coordination autour de l'équipe peut basculer, c'est-à-dire peut être retirée des mains de ceux qui dirigent, ou alors ça peut simplement vouloir dire elle reste cette coordination là où elle est, mais il y aura un peu plus de regard sur la direction qui est prise
en fonction d'un certain nombre de choses. Alors, l'État est en fait propriétaire des fédérations et il donne juste le volet technique, propriétaire des équipes nationales, pardon, et il laisse un peu une marge de manœuvre aux fédérations. Maintenant, est-ce que c'est pour dire que bon, je récupère, c'est moi le propriétaire en fait des équipes nationales, je récupère, ou alors désormais c'est moi qui décide de tout? C'est un peu plus complexe au Cameroun et en Afrique. Par principe, ailleurs, déjà une sélection nationale, elle appartient, c'est vrai, au peuple, mais elle est coordonnée par la fédération. D'ailleurs, la FIFA ne reconnaît que les fédérations. On n'est pas tout ce qui est politique. Mais c'est vrai qu'en Afrique, et plus particulièrement au Cameroun, le contexte est un tout petit peu différent. Il faut se dire les choses clairement. L'équipe nationale masculine, c'est l'équipe des Camerounais, et donc de la présidence de la République. D'ailleurs, si vous avez bien pris le temps de regarder, la nomination de Rigobertson, le document qui nomme Rigobertson, dans ce document est écrit instruction présidence de la République. Voilà. Donc maintenant, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, il y a une délégation au niveau de la coordination et je pense que pour ce qui est de cette équipe qui est à la Coupe d'Afrique des Nations, la fédération, et puis je crois qu'il y a un test qui est sorti d'ailleurs, où le volet technique d'ailleurs revenait à la fédération, ce qui n'est pas incongru, parce que par principe, ce qui est technique doit revenir aux fédérations. Maintenant, l'accompagnement, tout ce qui est financement et tout, évidemment, le gouvernement donne un énorme coup de main, et donc, comme le président a dit, est en droit de s'assurer que ce qui est mis dedans puisse aller là où il faut. On ne va pas s'attendre à une sortie de la FIFA bientôt pour parler de l'ingérence du politique dans le sport, mais est-ce qu'au finish, on peut vraiment séparer l'un de l'autre? La fédération n'est pas hors d'un pays, elle n'est pas au-dessus du pays. Déjà que même à la FIFA, on parle de football, on parle de sport, mais il y a beaucoup de politique. Voilà. Donc la politique, c'est dans toutes les sphères de la vie. Maintenant, après, ça dépend des proportions. En l'occurrence, là, je crois que il y a une... J'ai pas envie de dire une forme mais personne n'est content de ce qui s'est passé. Ça, on peut en être sûr. Et personne ne peut laisser les choses en état. Il faut un électrochoc. Quand quelque chose ne va pas ou quand il y a un échec, il faut soigneusement chercher à savoir ce qui s'est passé pour trouver des solutions et essayer de repartir vers l'avant. Donc, par principe, c'est ça. Et il est donc probable que dans ce sens-là, oui, que des choses se fassent, mais je ne pense pas que les choses iront plus loin que ça dans la mesure où il faudrait que la FIFA vienne intervenir. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a forcément des lignes qui vont bouger, mais on sera dans une certaine constance. Alors, selon votre analyse, s'il faut dégager les responsabilités, par ordre, président, manager, joueur, MINSEP, comment est-ce que vous classerez? Non, je mettrai d'abord les joueurs. Il ne faut pas chercher à passer de pommade. Je mettrai les joueurs. Parce qu'il y a un débat qui, moi, m'interpelle. Dans l'équipe de l'Afrique du Sud, demi-finaliste, quand même, de la dernière CAN. Est-ce qu'il y a un joueur qui joue au Real de Madrid ou au FC Barcelone? Non, mais ils ont fait demi-finale de la CAN. Je prends cet exemple pour dire quoi? Pour dire que ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Ce sont les joueurs qui vont en mission. Ce sont les joueurs qui bénéficient de la prime de l'État. Ils sont comme des soldats militaires, qui vont surtout qui prennent le drapeau. Le drapeau. Il y a toute une cérémonie derrière. Et au niveau des attitudes, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la volonté, ça doit se ressentir. Indépendamment de l'adversaire, indépendamment de l'ambiance, indépendamment de ce qui se passe.
c'est quelque chose qu'on doit sentir. Et je pense que ce qui a fait le plus mal aux Camerounais durant cette Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas le résultat tant de certains matchs. Si vous perdez contre le Sénégal c'est la meilleure équipe africaine à l'heure actuelle. C'est pas un scandale. Ce qui est scandaleux, c'est la manière de perdre. C'est perdre en donnant l'impression presque que vous êtes arrivé sur le terrain en ayant déjà l'esprit de perdre. Alors, j'ai beaucoup de respect pour les joueurs, parce qu'être footballeur, c'est pas vraiment quelque chose d'aisé. Mais à partir du moment où c'est le métier que vous avez choisi, à un moment donné, on est en droit d'être exigeant. Surtout quand vous portez le maillot de l'équipe nationale du Cameroun. Donc moi, j'ai vu des attitudes, j'ai vu des situations, j'ai vu des choses. Soyez clair, lorsque vous nous dites des choses, on a envie de voir les choses là que vous avez vues. Quand vous avez un joueur qui joue au haut niveau et donc qui est un peu comme un espoir pour les nombreux, vous avez dit 30 millions d'entraîneurs tout à l'heure à votre introduction, qui prend le ballon, qui dépasse la ligne médiane et qui est comme perdu une fois il est dans la moitié du terrain de l'adversaire. Ça questionne sur ce qui se passe autour de lui. Quand vous avez un joueur qui récupère le ballon, alors oui, je peux comprendre, c'est Osimhen, mais voit Osimhen arriver et puis ramener le ballon vers ses buts, et puis subitement ne plus savoir quoi faire avec le ballon, nous faire concéder des buts, ça interroge. Quand vous avez le sentiment qu'il n'y a pas un, ou il n'y en a pas deux ou trois, qui sont prêts à mourir. Regardez la différence au niveau de l'état d'esprit qu'on a eu lors du match face à la Gambie, comparativement avec les autres matchs. Ils auraient pu perdre contre la Gambie. On aurait pu faire tout type de procès à l'endroit de ces joueurs, sauf le fait de ne pas avoir mouillé le maillot. Et d'ailleurs, la joie des Camerounais après ce match, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est reconnu à chacun. Le Camerounais, celui qui n'abdique jamais, même si c'est compliqué, qui trouve des solutions. C'est ce qu'on a perçu. Le problème, c'est qu'on a perçu ça juste le temps d'un match, alors qu'on était allé pour une compétition. C'est pour ça que je dis, au niveau de l'échelle de responsabilité, vous avez d'abord les joueurs, parce que ce sont eux qui montent sur le terrain. Et qu'on a connu dans cette sélection des situations où parfois c'était compliqué dans les années antérieures avec certains entraîneurs à qui on reprochait de ne pas trop connaître l'histoire du Cameroun et tout, être dépassé. Et on a vu des joueurs prendre leurs responsabilités. Ceux qui font dans le sport depuis des années, qu'ils aillent enquêter sur ce qui s'est passé, je crois que c'est en 2008, quand le Cameroun est finaliste. Et vous verrez que le Cameroun n'est finaliste que parce qu'à un moment donné, il y a 3, 4, 5, 6 leaders qui ont dit « Ok, peu importe ce qui se passe, le Cameroun, c'est le Cameroun. » Et c'est pas possible que le Cameroun sorte au premier tour, au deuxième tour. Ils ont pris les choses en main. Et même si on n'était pas l'équipe qui jouait, qui pratiquait le meilleur football, nous sommes allés en finale. Vous pensez qu'il a manqué de leaders dans cette équipe-là, ou alors les leaders n'ont pas su prendre leur place? Personne n'avait de caractère. Okay. Personne n'avait assez de caractère. Quand vous allez... un tournoi est différent d'un championnat. Championnat, c'est plus de matchs et tout. Tournoi, c'est que très souvent, vous vous dites, j'ai 7 voire 8 matchs, on donne tout ce qu'on a. C'est d'ailleurs pourquoi, généralement, c'est pas toujours l'équipe qui joue mieux, ou l'équipe qui a les plus grandes stars qui remportent les tournois, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique des Nations. Non. C'est l'équipe qui a le groupe le plus structuré, avec évidemment un peu de facteur chance et un peu de talent, qui va plus loin. Et le problème avec l'équipe du Cameroun, c'est on cherchait les joueurs de caractère. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Très bien. Si on s'arrête au point joueurs, oui. Ce sont les premiers responsables. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Mauvaise ambiance dans la tanière? La tanière était-elle sereine? Parce que bon, on nous a dit tout va bien. Est-ce que la tanière était vraiment sereine? Vous savez, la difficulté que j'ai, c'est que je suis un journaliste qui fait dans le sport et qui aime beaucoup le football. Et malheureusement, ceci fait que il y a une réalité dans le foot, c'est qu'on dit souvent
Ce qui se passe dans un vestiaire, se passe dans un vestiaire. Mais dans le même temps, je suis journaliste et les Camerounais ont le droit à l'information. Donc ce que je vais faire, c'est que... Je vous ai dit, chose vue, entendue. Voilà, c'est pour cela que... Ce que je vais faire donc, à partir de ce moment, c'est que je vais caricaturer. Pour permettre à ceux qui peuvent comprendre d'avoir accès à l'information et pour garder le principe de ce qui se passe dans un vestiaire et dans un vestiaire. Quand dans une équipe, dans un groupe, si on part du principe que c'est un groupe qui permet d'aller loin, comme par exemple en 2017, on n'avait pas les meilleurs joueurs de cette compétition-là. C'était peut-être Sadio Mané et tout, c'était au Sénégal. Mais on a gagné cette compétition. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, une fois de plus, il a rappelé le discours du chef de l'État et le fait qu'il insiste sur la notion de discipline. Parce que dans l'armée, ce qui fait la différence, c'est ça. Ouais. Et si vous dites que vous partez à une compétition comme étant des militaires, première chose, c'est la discipline. La discipline, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque un père de famille dit rassemblement le matin, tout le monde quitte sa chambre à 7h, tout le monde doit aller à 7h. Tout le monde doit aller à 7h. Ok. Vous ne pouvez pas avoir certains qui sont là à 7h et d'autres qui auraient des traitements de faveur. Ou pas. Et ceux qui arrivent le lendemain. Voilà, ce genre de choses. C'est-à-dire le fait de ne pas arriver au même moment. Pourquoi? Parce que dans un groupe, il y a ce qu'on appelle la cohésion. Et dans la gestion des ressources humaines, ce qui est fondamental, c'est de donner toujours le sentiment à tout le monde qu'on est ensemble, on est au même niveau. Pour moi, et je ne m'en suis d'ailleurs pas caché, le fait que tout le monde ne soit pas là au même moment, au moment où on partait préparer cette compétition, je pense qu'il y a eu un souci à ce niveau-là. Je pense que tout le monde aurait dû être là, par principe. Ce d'autant plus que dans un groupe, vous avez des leaders et vous avez les autres. Que quelqu'un parmi les autres ne soit pas là, on peut relativiser. Mais les leaders, on bâtit beaucoup de choses sur le leader. L'exigence qu'on a à l'endroit du leader n'est pas la même exigence qu'on a à l'endroit de... Voilà, c'est normal. Donc, tout le monde doit être là. À partir du moment où tout le monde n'est pas là, il y a un souci. Et en l'occurrence, malheureusement, nous on allait préparer cette compétition, tout le monde n'était pas là. On avait un leader qui n'était pas là. Qui joue dans un championnat où il y a d'autres joueurs africains de haut niveau, mais qui eux avaient déjà rejoint leur équipe. Pour moi, je pense, sincèrement, après, je connais le contexte camerounais, on dira toujours, ah oui, voilà, ils veulent envoyer à la vindicte populaire un tel ou... C'est d'ailleurs pourquoi je me refuse à citer des noms, parce que c'est pas ça le plus important. Vous avez souhaité qu'on soit le plus sincère possible avec ceux qui nous regardent. Je pense que le premier problème, il est venu de là. Et je pense que tout à l'heure, évidemment, on évoqua la responsabilité d'autres que les joueurs. C'est pour ça que je ne vais pas... parce que j'aurais pu vous dire que peut-être à ce niveau-là, il y avait déjà quelque chose à faire. Ça n'a pas été fait, on y reviendra. La compétition. Il y a deux choses en fait. Il y a ce qui se passe sur un terrain, il y a ce qui se passe en dehors. Le problème, c'est que nous, les passionnés, le public et tout, on a le sentiment qu'il n'y a que ce qui se passe sur le terrain. Mais malheureusement, dans le football, l'aspect psychologique et mental est très important. Donc, ce qui se passe en dehors peut avoir un impact sur ce qui va se passer sur le terrain. Quand on regardait les Lions jouer et on regardait les autres équipes jouer, les autres joueurs évoluer dans d'autres équipes, l'autre chose qui frappait, c'est qu'on avait l'impression que les joueurs ne pensaient pas qu'à jouer au football. Il y avait comme le poids d'autres choses que le football. Et forcément, quand ça se passe comme ça sur un terrain, on a minimalement toujours le ballon à un petit niveau. Très souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête, c'est qu'il y a des difficultés au niveau du groupe. Et je pense qu'il y en a eu. Je pense que les joueurs n'étaient pas au niveau de la vie en groupe, ils n'étaient pas tous logés au même... Voilà. Il y a certainement eu des situations d'injustice. Il y a certainement eu d'autres joueurs qui ont refusé de rentrer dans le cadre fixé. Et comme je le disais tout à l'heure,
Si on passe plus de temps à résoudre des problèmes qui peuvent être posés par des joueurs qui ont du mal, parce que je peux vous dire que quand on est dans une organisation, si vous vous comportez mal et vous n'êtes pas sanctionné, je ne vois pas pourquoi moi je passerais le temps à bien me comporter. Donc ces choses-là sont des choses qui peuvent expliquer l'attitude de certains, peut-être même pas, pratiquement de l'expression qu'on a vue de l'équipe sur le terrain. Et c'est probablement pour ça que le chef d'État a insisté sur le principe de discipline. Et puis, peut-être pour terminer, je pense très sincèrement, Oriane, qu'il faudrait que nos joueurs apprennent à faire un petit distinguo. On vient en équipe nationale par amour. On vient en équipe nationale pour la fierté de défendre son pays. Quand on n'est pas dans les dispositions nécessaires pour le faire, très sincèrement, il ne faut pas venir. Par respect pour le pays, il ne faudrait pas venir. Ça ne sert à rien de donner le sentiment qu'on aime beaucoup le pays, qu'on aime beaucoup l'équipe, mais finalement on ne sait pas si on va venir, si on ne va pas venir. Pourquoi les Camerounais étaient obligés d'attendre tellement pour voir un joueur arriver avant cette CAN? Pour quelles raisons? Ils ont fait quoi les Camerounais pour ne pas avoir un joueur important, prêt, qui s'est préparé avec les autres pour le premier match de la compétition qui est un match très important? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Camerounais pour mériter ça? Et indépendamment des difficultés, indépendamment des problèmes de personnes, le pays doit être au-dessus. L'institution Lions Indomptables doit être au-dessus. Et moi, honnêtement, je n'ai pas eu le sentiment de ce que je sais, de ce que j'ai entendu, que tous les joueurs qui étaient convoqués, tous, ont été dans cette logique-là. Et je pense que l'une des choses qui nous a fait le plus mal, c'est ça. Et on a peut-être commencé à creuser les sillons d'une mauvaise CAN à partir de ce moment-là. Souvenons-nous, en 2002, on a eu la même situation avec la Coupe du Monde. On avait l'une des meilleures générations en Afrique. On venait de faire 2 Coupes d'Afrique des Nations. 2002, tout le monde nous voyait arriver à cette Coupe du Monde en Corée-Japon. Vraiment aller très très loin. Cette fois, une génération de... mais dès qu'il y a eu le problème de prime, tout est retombé. On a fait une compétition catastrophique. Les gens, ils mésestiment ce qui se passe en dehors, mais c'est très important d'aller dans une compétition. Et pour qu'on gagne, il faut que tous les joueurs soient vraiment tournés vers le même objectif. Alors, est-ce que cet état d'esprit-là, je veux parler de... Oui, on est d'accord, il faut avoir un mental serein. On a toujours vanté le Hemlé chez les Camerounais. Est-ce que ce Hemlé-là ne peut pas prendre le dessus sur cet état d'esprit-là? Ou alors ce sont les joueurs qui ont décidé simplement de se dire, bon, on est déjà là, faisons ce qu'on veut, puisque... Quand vous avez des joueurs, pour la plupart, qui découvrent une compétition, parce que c'est le choix qu'on a fait, d'aller avec des joueurs qui découvrent pour la plupart la compétition, il est normal qu'à un moment ils aient des problèmes de repères, parce que c'est nouveau. C'est pourquoi j'insiste sur les 4, parce que le rôle des 4, c'est de rassurer quand il y a la panique, c'est d'orienter quand il y a la difficulté. Mais le souci qu'on a eu, c'est que si les problèmes, si les soucis qu'on peut avoir dans un effectif ont un lien avec ne serait-ce qu'un seul 4, ou 2 ou 3 ou 4, à partir de ce moment, ça devient compliqué, parce que les autres, ils n'ont pas de repère. Ils découvrent la compétition. Et donc la notion de Hemlé, dont vous parlez, c'est pas quelque chose dont on est habité dès le départ. C'est quelque chose qui se transmet. C'est quelque chose... C'est-à-dire, il ne suffit pas de porter le maillot de l'équipe nationale du Cameroun pour que ça vienne. Il faut, pour certains, avoir grandi au Cameroun. Pour d'autres, il faut plusieurs expériences.
il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on puisse l'avoir ou qu'on ne puisse pas l'avoir. Donc, malheureusement, comme je dis, les cadres de cette équipe ont une énorme responsabilité dans ce qui s'est passé. D'accord, mais on n'a pas... Tous les cadres ne sont pas arrivés en retard. S'il y a un ou deux qui sont venus quelques jours après le début, qu'est-ce que les autres ont donc fait? Est-ce que les autres ne pouvaient pas prendre le relais? Ou alors ils se sont dit, bon, tel fera et ça ne m'engage pas moi. Zambo Anguissa, capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, c'était la première fois qu'il était capitaine de l'équipe nationale du Cameroun dans une compétition. Vincent Boubacar, blessé, pratiquement au bord. Il a joué quoi, à peine 50 minutes en compétition, donc il n'était pas sur le terrain, pas possible. Fabrice Ondoa, qui, de mon point de vue, et ce n'est qu'un avis subjectif, ça dépend parce que je sais qu'il suscite pas mal de débats dans le pays, ceux qui l'aiment, ceux qui trouvent qu'il n'est pas, il joue pas au niveau et tout. Je trouve qu'il a fait un job intéressant. Et si on regarde... On le met dans les leaders où il est... Enfin, c'est un leader, il est là depuis longtemps. Oui. Il est champion d'Afrique en 2017. 17, oui. Il a mis le bleu chauffe. Le match contre la Gambie, on est heureux de remporter le match, mais les arrêts sur certaines situations, je crois qu'il n'y a pas d'arrêt d'Ondoa, on n'y est pas. Par contre, lui, malheureusement, il y a une difficulté. C'est le fait de ne pas savoir, à l'approche d'un match, si c'est moi qui joue, ou si c'est pas moi. Ou si c'est pas moi qui joue. Donc, tu vois que là, il y a un problème, que lui, il doit gérer. Oui. Tu vois, et c'est tout. Enfin, en termes de cadre, c'est tout. Donc, si tu as des cadres, il y a évidemment Andro Onana, mais Andro Onana, je l'ai dit tout à l'heure, tu te prépares pour aller à la guerre. Tu as beau être le meilleur gardien du monde, Salah, c'est l'un des plus grands joueurs du monde. Et vous avez vu, il est parti de Liverpool, il est venu prendre part à la préparation. Parce que lors de la préparation, il n'y a pas que, c'est-à-dire l'aspect technico-tactique, il y a la vie en groupe. Ouais. Et c'est fondamental parce que c'est là où se soudent les liens. Les notions de solidarité sur le terrain, les notions d'automatisme et tout ça, c'est à ce moment que ça se ficelle. Mais André n'était pas là. D'accord. André, il est venu la veille et il fallait régler le problème de est-ce que celui qui a fait la préparation et qui n'est pas n'importe qui, parce qu'aujourd'hui, oui, j'entends bien dire que non, il joue dans un club de seconde zone et tout, mais j'ai bien envie de dire quand il nous a apporté la CAN en 2017, j'espère qu'il joue à Barcelone parce que oui, ben, enfin, c'est toujours la même chose. Il faut régler le problème de comment tu vas lui dire, lui qui a fait la préparation, ok, tu es gentil, mon coco, pour ce que tu as fait, mais tu vas sur le banc. Parce qu'il y a une superstar qui est arrivée. Tu peux même le faire. Mais est-ce que les autres qui ont eu à faire la préparation avec Fabrice Ondoa vont accepter ça? Parce que le problème, c'est que si Andro Onana tout seul peut gagner, peut en même temps stopper des situations de but, donner des passes décisives et marquer des buts, il n'y a pas de problème. S'il peut jouer seul contre 11 en face, il n'y a pas de souci. Mais comme il ne peut pas jouer seul contre 11 en face et que c'est un groupe, eh ben, comment tu gères le fait que si tu prends ce type de décision, les autres, est-ce qu'ils vont l'accepter? Les 10 voilà. autres. Et donc là, tu te retrouves avec un problème de gestion avant le début de la compétition. Pourtant, pourtant le stage qui t'amène dans la compétition doit être un moment où tu dois y aller avec moins de difficultés, moins de certitude. Mais jusqu'à la veille du premier match, tu te retrouves avec le problème que tu dois gérer. Alors, puisqu'on parle d'Onana, on a justement eu ce cas-là encore, parce qu'on peut rappeler celui du Qatar. Est-ce qu'ici, il ne faut pas comprendre que c'est peut-être la maladie des superstars? Samuel Eto'o à son époque, n'a pas été facile avec les autres coachs. Et je vais pousser un peu plus loin, lorsqu'on sait que l'un est le poulain de l'autre, est-ce qu'il n'a pas été à la bonne école? J'espère qu'on
reviendra sur la responsabilité des autres aussi. Oui, bien sûr, on est dans un classement. Ici, on est encore au premier palier, les joueurs. Je vais répondre à votre question. Oui. En 90, le Cameroun va à quart de finale de la Coupe du Monde. Il y a un joueur dans cet effectif qui n'est pas très apprécié de ceux qui coordonnaient l'équipe parce qu'on estime qu'il se mêle un peu de tout. Joseph-Antoine Bey. Et puis, la situation en arrive à un niveau où on souhaite qu'il quitte l'équipe. Ils ont décidé, il faut qu'il parte. Il ne va pas rester dans le groupe des dirigeants. On veut faire venir un avion pour les filtrer. Les joueurs, à l'unanimité, on dit, si Joe monte dans cet avion, nous tous, on monte dans cet avion. Ensemble. Je reviens en 2022, Coupe du Monde, au Qatar. Il y a un souci parce que c'est de là que ça part, entre André Onana et le coach. Regrettable d'ailleurs, parce que c'est très embêtant d'avoir à ce moment précis l'un de nos atouts, le gardien de but de haut niveau, et notre coach dans ce type de situation. La première chose qu'on a fait plus haut, c'est-à-dire la fédération, ce que la fédération a eu à faire dans le souci, c'est de soutenir le coach. Sur ce principe, même si j'ai beaucoup d'affection pour André Onana, je peux comprendre la décision de soutenir le coach. Parce que le coach engage toute une équipe, comparativement à une individualité. Maintenant, les choses sont probablement allées plus loin. Mais lorsque André Onana se retrouve dans une situation où il doit quitter le groupe, je vous ai pris un exemple tout à l'heure de 90. Oui. Pourquoi les autres, à l'unanimité, n'ont pas dit s'il s'en va, nous tous on s'en va. Peut-être qu'il n'était pas au courant de son départ. Du moins, vous pouvez toujours le dire ainsi. Je préfère supputer, je n'étais pas là. De ce que je sais, tous savaient exactement ce qui se passait. Donc, de deux choses une, soit il a de très mauvais coéquipiers, soit les coéquipiers n'ont pas vraiment eu le sentiment que, même s'il y a eu une injustice, que leur coéquipier ne l'avait pas un peu cherché. C'est les deux hypothèses, il ne peut pas en avoir d'autres. C'est pour ça que j'ai d'abord fait le parallèle avec 90. Lorsque cette situation désagréable, fâcheuse, se produit, André Onana décide de mettre un terme à sa carrière internationale. Ce que je peux comprendre, il s'est senti blessé. Par la suite, il est finaliste de la Ligue des Champions et Inter Milan. Voilà, il décide de se mettre en retrait. La fédération fait, c'est-à-dire, il y a des choses que vous ne pouvez pas justifier, mais que vous pouvez comprendre. Que sur ce dossier, au moment du Qatar, la fédération soit solidaire de son coach, ça se comprend totalement. Pour des raisons que j'ai évoquées. Est-ce qu'il y a peut-être un moyen de mieux gérer la situation au Qatar? Possible. Mais on est en période de compétition, on n'a pas le temps d'être lucide, je me dis, des deux côtés, hein, que ce soit du côté d'André Onana, du côté du coach, de mieux gérer la situation. Et ça va dans tous les sens. D'ailleurs, il y avait cette vidéo du sélectionneur qui avait fuité et tout, en disant il a cru que c'est son père qui... Voilà. Et ça traduit un peu, parce qu'il faut faire attention à ce que le coach dit dans cette vidéo. Il dit, il a cru que comme c'est son père, autrement dit, il y a de fortes chances que, dans le groupe, si jamais ses coéquipiers n'ont pas été solidaires, il y a de fortes chances que dans le groupe, il était perçu, où on aurait pu lui reprocher des choses en se disant, il fait ci, il fait ça parce que c'est son père. C'est son père, ouais. C'est possible. Parce que c'est pour ça que j'ai dit, il faut faire très attention. Généralement, quand vous êtes dans un groupe, je l'ai dit, quand il y a une injustice criarde et quand ça concerne un cadre, très souvent les autres sont solidaires. Dans le cas d'espèce, ils n'ont pas été solidaires. Et c'est très marquant.
Maintenant, moi, c'est même pas ça qui m'a écœuré. Ce qui m'a écœuré, c'est la gestion. Et c'est pour ça que vous avez posé la question, la gestion avec. C'est ce qui se passe par la suite. Par la suite, André Onana est très bon en club et tout le monde veut qu'il revienne. Je me souviens d'une vidéo du président de la FICA Foot qui rappelait que André Onana c'est son fils. Vraiment, c'est tout le monde à l'unanimité qui voulait voir revenir André Onana. Mais la difficulté qu'on a, c'est la manière dont les choses se sont passées. Son retour, on a l'impression qu'on a pris André Onana, on a ramené dans l'équipe sans régler le différend. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on subit les conséquences de cette situation et c'est déplorable parce que je pense qu'on aurait dû gérer ça autrement. Vous avez pris le cas Samuel Eto'o, ça avait été géré autrement, son retour. D'accord. Voilà. Et malheureusement, ne pas gérer la situation de telle sorte que André Onana revienne dans la maison, mais il revient dans la maison avec sur la même table, on fait asseoir le coach qui est supposé diriger André Onana et les autres. Je pense que notre gros problème, il est parti de cela et c'est peut-être ça qui nous amène à la difficulté qu'on a aujourd'hui. On comprend donc qu'il y a comme un manque d'équité dans la tanière. À ce moment, à qui la faute? Qui gère mal à ce moment? C'est complexe parce que notre équipe nationale, comme je l'ai dit, sa coordination ne dépend pas toujours d'une personne. Okay. La preuve, lorsqu'André Onana revient, il a remercié dans sa lettre, il a remercié le gouvernement. Il n'a eu aucun mot pour le sélectionneur, il n'a eu aucun mot pour le président de la fédération. Or, à ce moment donné, ce sont ces deux entités qui coordonnent l'équipe. Le coach à son niveau, liste, mise en place tactique technique, fédération, organisation. Mais il remercie le gouvernement. Donc, qui peut être responsable quand on entre dans cette logique de gestion? Ça devient très compliqué, très complexe. Et donc, c'est difficile. Maintenant, pour ce qui est de la CAN, vous avez dit tout à l'heure que hormis les joueurs, on reviendra sur les autres. On poursuit, on était dans le classement, vous avez dit on commence, selon vous, on commence par les joueurs. Après les joueurs, ce sera qui? C'est le coach. Alors, on y va. Est-ce qu'on va dire qu'il y a eu un problème de casting? Est-ce que le coach, le manager, la CAF a quand même autorisé la sélection de 27 joueurs, ce qui aurait pu permettre au manager sélectionneur de ratisser l'âge. Sauf que là, on a l'impression que vous parlez de cadres. On n'a pas vu beaucoup de cadres. On a vu plus de personnes nouvelles qui découvraient la compétition. Est-ce que logiquement, est-ce que c'est comme ça que ça va se passer ou alors est-ce qu'il y a eu erreur de casting de la part du sélectionneur, du manager sélectionneur? Les résultats, malheureusement, ne plaident pas en sa faveur. Et c'est difficile de dire qu'il ne s'est pas loupé, compte tenu non seulement de ce que les Lions ont proposé dans le contenu, mais également des résultats. Est-ce qu'il y a eu un problème de casting? Peut-être. Peut-être, mais moi ce qui m'a le plus marqué, c'est que je préfère être totalement lisse avec vous. Je fais partie de ceux qui ont à un moment donné soutenu Rigo Gasson pour une seule raison. Je me suis rendu compte que sur les 10 ou 15 dernières années, on a eu Seedorf, on a eu Bros, on a eu Conceição. L'équipe nationale du Cameroun a commencé à ressembler à je sais pas, à une espèce de monstre qui avale les coachs. C'est-à-dire il suffit que telle chose, il y a un mauvais résultat, allez, le coach n'est pas bon, il doit dégager. Et je me suis rendu compte que la plupart des équipes qui gagnent, c'est des équipes où il y a une certaine forme de stabilité. Et donc, à un moment donné, je ne m'arrêtais pas beaucoup sur les résultats, mais je pensais qu'il fallait le maintenir pour qu'il ait la stabilité nécessaire pour préparer quelque chose d'intéressant. Mais la CAN, pour moi, était un aboutissement. Et malheureusement, dans le jeu, son équipe n'a pas été capable de montrer quelque chose d'intéressant. Et puis, tout à l'heure, j'évoquais ces questions liées à la gestion du groupe, hors stade. Je rappelle que quand il est nommé, il n'est pas juste sélectionneur. Il y a manager, sélectionneur. Donc, le côté management est important. Et à partir du moment où il y a des difficultés, où les joueurs donnent le sentiment qu'il y a un problème, ils sont comme grippés,
il n'y arrive pas, que ce soit sur le terrain, mais que même sur le plan mental et psychologique, il n'y a pas un ressort qui permet, un peu comme Emile Saïa a fait, l'équipe était sous l'eau, la Côte d'Ivoire après le 4-0. Malheureusement, il a été porté à la tête de l'équipe dans ces conditions-là. Et puis, on a senti qu'il a, d'un point de vue managérial, même si tactiquement, il a fait des choix, d'un point de vue managérial, il a renversé les choses. C'est ce qu'on n'a pas perçu. Et c'est pourquoi, pour moi, il est également l'un des responsables de cet échec. Et aujourd'hui, on ne peut plus passer la pommade. C'est difficile d'imaginer qu'il a encore les capacités pour pouvoir gérer cette équipe. Alors, on comprend bien, bon, selon vous, il n'a plus les capacités. J'ai envie de comprendre ce qui peut justifier 4 matchs, 4 entre 11 entrants, 4 systèmes de jeu. Pourtant, on a eu un manager sélectionneur qui nous a dit avant la compétition, ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter mon équipe type. Est-ce que ça veut dire qu'au finish, il n'a pas pu, avec ses 27, sortir une équipe qu'il pouvait présenter comme étant l'équipe type? Il a perdu le fil. Il a perdu le fil. Il a perdu le fil pour une seule raison. Rigo Berson, il est Camerounais. Et juste rappeler quand même que ça a été un énorme joueur. Peu importe ce qui se passe, il faut se souvenir que c'est une icône. Et qu'il faut respecter les icônes. Parce que malheureusement, chez nous, on mélange tout. On peut ne pas être d'accord, on peut souffrir du fait qu'on a eu du mal avec lui en tant que sélectionneur, mais ça n'enlève et ça ne doit jamais enlever rien au fait qu'il s'agit de Rigo Berson et qu'il peut ne pas... autant il a été très bon en tant que joueur et avoir des difficultés en tant que sélectionneur, voilà. Mais pour revenir à ce que vous êtes en train de dire, il a perdu le fil. Il y a de fortes chances que quand il arrive à la compétition, il est décidé. C'est un choix du décideur. Les choix d'un décideur, ça peut lier à beaucoup de choses. Il y a une grosse dose de subjectivité, mais il peut avoir décidé, tenez, que son gardien de but sera Fabrice Ondoa. Et que après le premier match, la grogne populaire, ce que représente André Onana, fait qu'ils sont obligés de changer. Il peut arriver qu'il ait eu des certitudes sur certains joueurs, mais qui après le premier match, je vous prends l'exemple d'un garçon Kankemen, qui fait une petite erreur face à la Guinée, et qui semble être totalement sorti de son match après cette erreur. Il s'est peut-être dit que ça ne sert à rien de garder. Toko Ekambi, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Toko Ekambi après le premier match? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? D'ailleurs, beaucoup se demandaient combien il a fait pour être dans la liste. Curieusement, le même Toko Ekambi, lorsqu'il marque des buts contre la Gambie, mais tout le monde dit, ah oui, mais Toko Ekambi quand même. C'est complexe. Vous n'avez pas dit que nous sommes bipolaires quand même. Nous les Camerounais, avec notre équipe, on ne fait que ça, nous. Et on ne fait rien d'autre. Et donc, lui, en tant que sélectionneur, il doit pouvoir gérer ça. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est pourquoi ceux qui l'ont nommé savaient que c'était un pari. Parce que on peut tout dire. J'ai beaucoup de respect pour cette nation, mais je pense que c'est plus facile de diriger une équipe comme celle de la Gambie ou le Niger, avec tout le respect que j'ai pour ces nations, que diriger une équipe comme le Cameroun. Et d'être Camerounais dessus, quoi. C'est-à-dire, après un match, d'être capable de revenir chez soi et en Yaoundé. On a vu leur retour ici à Douala. Parce que la violence, en cas de défaite, qui s'abat sur vous, c'est... et puis une équipe où parfois vous pouvez être là, vous avez des joueurs qui pensent qu'ils sont le Cameroun, on ne peut rien leur dire, ils sont au-dessus de votre autorité, tout ça, il faut être capable de gérer ça et dans le même temps de mourir avec ses idées. Je pense que la différence entre lui et Brosse, ce qui a peut-être beaucoup aidé Brosse en 2017, c'est que Brosse n'était pas Camerounais. Voilà. Je vais prendre mes décisions. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ok. Si on doit se séparer, basta. Je repars chez moi en Belgique, tranquillement. Lui, il savait qu'après, il va rentrer. Donc, je pense que psychologiquement, et même d'un point de vue managérial, il n'a pas pu. Et donc, il a perdu le fil. Il a commencé à travailler sous pression du résultat. Il n'y avait plus la lucidité.
Et je ne suis pas convaincu que d'un point de vue technico-tactique, il était totalement capable de trouver des solutions face aux problèmes que posaient les adversaires. Donc tous ces éléments réunis ont pu faire qu'il ait du mal vraiment à s'en sortir. Est-ce que, j'ai envie d'être convaincu, mais est-ce que tout ceci peut justifier, par exemple, les changements tardifs, le fait qu'on a eu 4 matchs, 4 entrants différents, mais certains joueurs qui avaient de l'expérience sont restés sur le banc de touche. Pourquoi avoir convoqué ces joueurs-là qui pouvaient être comme des cadres, des leaders, de montrer, j'ai envie de dire d'effrayer même les adversaires sur le terrain, étaient au banc. Et même ils n'avaient pas, quand on faisait des remplacements, ils n'étaient jamais là. Est-ce que ceci peut justifier cela? Il a ses lacunes en tant que, il a eu ses lacunes en tant que technicien sur cette compétition. C'est pour ça que je dis que il n'a pas été capable. Il n'a pas réussi. On a vu un Jay Clinton passer tout le temps sur le banc. Il faut aussi avouer qu'il n'a pas eu beaucoup de chance. Avant le début de la compétition. Mais est-ce qu'ici, la chance vraiment compte? J'essaie d'expliquer. Ouais. Le facteur chance, dans ce type de compétition, ça compte. Bryan Mbeumo, qui est l'un de ses meilleurs atouts, se blesse. Oui, il est blessé. Oui. Il ne prend pas Choupo, mais je sais, parce qu'il y a eu tellement de polémiques, je ne vais pas rentrer dessus. Oui. Mais quelque part, il ne faut pas toujours penser. Parce que la première chose qu'on oublie, c'est qu'avant que nous mettions à aimer cette équipe, ce monsieur, Rigobertson, il a mouillé ce maillot pour cette équipe. Donc s'il y a quelqu'un qui veut que l'équipe nationale du Cameroun gagne, c'est peut-être lui aussi d'abord. Je ne pense pas quand on perd, c'est you, je suis content dans sa chambre. Non, je pense vraiment pas. Après, le fait de ne pas vouloir perdre et la capacité à faire en sorte qu'on ne perde pas, là, c'est autre chose. Et c'est sur ce point que je dis, il a eu ses lacunes. Mbeumo, il est blessé. Vincent Aboubakar, qu'il prend, parce qu'il n'a pas pris Choupo. Et parce que ça devenait difficile de gérer Choupo et Vincent Aboubakar, parce que parfois, même sur le plan technique, ça t'obligeait à jouer avec 2 attaquants quand tu ne veux pas jouer avec 2 attaquants. Sur le plan du leadership, ça devenait compliqué. Le match à Garoua, qui défend pendant que l'autre, c'est difficile. Et si tu associes à ça, tout ce qu'il y a eu autour, hors terrain, voilà. Et donc, il a fait un choix, il a tranché. Voilà. Il a dit, je vais avec Vincent Aboubakar, je ne vais pas avec Choupo. Mais le problème, c'est qui veut démarrer la compétition, Vincent Aboubakar se blesse. Bon, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Clinton Jay, beaucoup ne le savent pas, il était blessé. Clinton Jay s'est blessé. Clinton Jay est revenu à la compétition face à la Gambie, mais il n'était pas 100%, il était comme Vincent Aboubakar. Les deux s'entraînaient en marge du groupe, parce que physiquement, ils ne pouvaient pas disputer de match. Donc même sur Clinton Jay, ils ne pouvaient pas compter. Et donc, ça rendait ses atouts limités du fait de ces facteurs. Mais comme j'ai dit, ça ne suffit pas. Vous avez évoqué les changements qui arrivaient tardivement, c'est pas compréhensible. Vous avez évoqué la manière dont jouait l'équipe, c'est pas compréhensible. La Gambie, qui n'a même pas un joueur qui joue je ne suis même pas sûr qu'ils aient un joueur qui joue dans le top 4 en Ligue 1 française, nous a quand même regardé de face à face. Ouais. Voilà. Face à face. Donc, tout ça fait qu'il a sa responsabilité et je pense aujourd'hui qu'il a perdu le fil et qu'il faut peut-être prendre des décisions qui s'imposent. Mais comme j'ai dit, ce que je ne vais pas faire et que je trouve très méchant, c'est d'oublier tout ce que ce monsieur il a fait pour notre football. Voilà. Que ça se passe mal en tant que sélectionneur, c'est une chose. Mais Rigobertson, c'est quelqu'un qu'on doit respecter et je pense que c'est quelqu'un qui aime profondément cette équipe. S'il avait les capacités et le moyen de faire en sorte que les choses se passent différemment, je pense qu'il aurait tout fait pour que ce soit comme ça. Donc, une chose, c'est qu'il est sélectionneur, il a eu des difficultés, et pour ça, il faut le reconnaître. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas, à partir de ce moment, ôter à Rigobertson son statut, qui est le statut d'un capitaine responsable d'une équipe nationale du Cameroun qui a souvent gagné, et lui a levé le fait que, de la même manière dont on souffrait
pratiquement chaque fois qu'on perdait, chaque fois que c'était compliqué, et que lui aussi il ne souffrait pas. Je pense qu'il souffrait profondément. D'accord. Vous avez parlé de ces lacunes. Est-ce qu'il faut mettre la communication aussi là-dedans? Parce que à l'heure du bilan, il nous a dit qu'il n'était que sélectionneur, manager. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Sinon, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que finalement, il faut comprendre, comme certains ont dit, c'est pas lui qui fait le 11 entrant? Je pense que il a essayé à chaud. Je pense que c'était après le match contre le Nigeria. Le Nigeria, oui. D'expliquer ce qui venait de se passer. Et je pense que pour moi, s'il m'était demandé de qualifier cette sortie, j'aurais dit sortie un peu malheureuse. Pourquoi? Évidemment, c'est pas lui qui entraîne les joueurs. On est d'accord. Ouais. Quand vous arrivez en sélection, on suppose que vous avez quand même déjà un certain niveau en matière de football. Oui, bien sûr. Mais c'est lui qui fait les choix. C'est lui qui est supposé mettre sur pied même pas un plan de jeu, mais un projet de jeu. C'est lui qui est supposé convoquer les joueurs qui peuvent s'adapter à son projet de jeu. Donc s'il a mis en place un projet de jeu et que les joueurs ne s'adaptent pas, ce sont ses choix. Voilà. Ou alors s'il a pris des joueurs et qu'il n'ait pas mis en place un projet de jeu, de toutes les façons, si ça se passe mal, c'est lui. Donc nous rappeler que ce n'est pas lui qui entraîne les joueurs en club. Évidemment, ce n'est pas Rigobertson qui les entraîne en club. D'accord. Voilà, on est d'accord. Mais en tant que sélectionneur, c'est Rigobertson qui convoque les joueurs. Et que même quand ils arrivent pour faire une semaine de préparation avant un match ou plus d'une semaine, c'est lui qui met un plan de jeu, un système, une idée de jeu. Et les joueurs sont supposés intégrer ce système ou ce plan de jeu pour pouvoir proposer quelque chose d'intéressant. D'accord. Alors, on continue dans notre classement. Après le manager sélectionneur, selon vous, les responsabilités? La fédération. Très bien. Fédération, on parle du président. Oui. On le savait, star, superstar d'ailleurs, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il est la coqueluche. Est-ce que selon vous, il est victime de son nom ou de son omniprésence? Sincèrement, je suis un peu embêté parce que j'aime pas beaucoup parler de Samuel Eto'o pour la simple et unique raison que c'est ce qui se passe chez nous et c'est l'une des choses qui a fait que j'ai beaucoup aimé cette CAN en Côte d'Ivoire parce que ça m'a permis de voir les choses, d'entendre les choses et de percevoir les choses différemment de ce que j'entends et ce que je vois dans nos pays. Et c'est d'ailleurs pourquoi tout à l'heure vous avez remarqué quand je parlais de Rigobertson, j'ai essayé de rappeler ce qu'il est. Il faut protéger les icônes. Il ne faut même pas que protéger les icônes. Ce qu'on est en train de faire chez nous est très dangereux en fait. Samuel Eto'o va à une compétition en tant que président de la FECAFOOT, la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Quand les joueurs ils ont quitté le Cameroun pour le Qatar, vous avez entendu un joueur qui s'est plaint des conditions qu'il y avait autour de l'équipe. Quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, je me rappelle, on a vu des choses sur les réseaux sociaux, des joueurs qui disaient oh, on a un message et tout. Vous avez entendu des questions de primes? Vous avez entendu une situation qui ferait que les joueurs... Mais est-ce qu'il faut s'arrêter juste à ce niveau-là? Je vais y arriver. Permettez que j'aille... Ça n'a pas existé. Aujourd'hui, il se retrouve dans une situation où, pour moi, il a sa responsabilité en tant que président. Parce qu'en tant que président, tout président voudrait que, quand on va à une compétition et qu'on s'appelle au Cameroun, qu'on aille plus loin. Et le fait qu'on n'aille pas plus loin, en tant que président, il prend sur lui. D'ailleurs, je me souviens, durant la compétition, il avait dit, après la compétition, on fera le bilan. Et à partir du moment où on sort en 8e, forcément, on ne peut pas ne pas, lui en tant que président, et je trouve que ça serait, non, il a sa responsabilité. Mais la difficulté ici, c'est que si ce n'était pas Samuel Eto'o qui était président, on aurait dit que les joueurs ont eu les conditions idoines, ce qu'on demande à la coordination, c'est-à-dire mettre les conditions nécessaires pour que les joueurs
ne pense qu'à jouer au foot. Sur ce point, ils ont mis les conditions idoines pour que les joueurs pensent à jouer au foot. Et je pense que c'était l'un de ses combats quand il arrivait, parce que lui, il a vécu les problèmes de primes, il a vécu les problèmes en tant que joueur de l'équipe nationale. Quand on n'arrive pas à manger à temps, voilà, tout. Depuis qu'il est arrivé, et notamment à cette CAN, j'ai rien vu. J'ai fouillé, j'ai rien vu. Maintenant, je sais aussi qu'on lui reproche, et vous l'avez dit tout à l'heure, l'omniprésence et l'omnipotence d'ailleurs. Ouais. Omnipotence aussi, Oui. n'oubliez pas cette partie-là. Oui, il paraît qu'il fait tout dans cette équipe-là. Déjà, là encore, je suis un peu gêné parce que, vous savez, ce qui est un avantage peut être perçu comme un inconvénient, c'est que Samuel Eto'o est certes un président, mais c'est un ancien joueur. Et c'est une personne, c'est un être humain entier. Il ne pourra jamais se départir de son vécu de joie. C'est impossible. Donc, nous sommes dans le milieu du sport. On savait très bien que Samuel Eto'o, en tant que président de la FECAFOOT, c'est un Samuel Eto'o qui ne va jamais perdre son âme de joie. Et qui, comme beaucoup de Camerounais, ne supportera jamais voir son équipe en train de perdre et penser qu'il peut donner un coup de main et ne pas donner ce coup de main. Mais la question a été posée à un joueur, je crois Moubania, qui est aujourd'hui à Marseille, en pleine compétition. On lui a posé pratiquement la même question. C'était en conférence de presse avant-match contre le Nigeria. Et sa réponse a été de dire « On est très content d'avoir un président comme Samuel Eto'o ». Moi, je pense... Bon, on peut discuter. Enfin, moi, je ne sais pas, c'est le joueur qui parle. Ouais. C'est lui qui est dans le groupe. Nous, on a dit, j'ai entendu beaucoup de choses, des gens qui n'étaient même pas en Côte d'Ivoire et qui ont dit beaucoup de choses. Ah oui, sa présence dérange et tout. Mais j'ai écouté ce joueur. Et puis, je pense autre chose. Je pense que si tout ce qu'on dit était vrai, on va me dire, les joueurs, ils ne peuvent pas parler. Rigobertson, capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, personnalité, icône, ne peut pas prendre la parole pour dire « je n'arrive pas à travailler parce que Samuel Eto'o, il est très présent ». Bon, l'un, entre guillemets... Il peut avoir une collaboration. Okay. Ces deux anciens joueurs de haut niveau. Est-ce que nous, on recherche... Si Eto'o veut aider, peut-être qu'il peut parler à son coach, pas entrer directement dans la tanière, pas devenir directement coach. Parce qu'on a toujours cette célèbre phrase « personne n'a sa place assurée ». Samuel Eto'o, déjà, c'est un mensonge. Ouais. Parce que on nous a dit que les joueurs ont dit que... J'attends jusqu'à aujourd'hui le joueur qui a dit que Samuel Eto'o était l'entraîneur de cette équipe. Je sais une chose, c'est que durant les séances d'entraînement, le président de la FECAFOOT, il était là. Oui. Voilà. Est-ce que pendant ces séances d'entraînement, de temps à autre, il a vu un attaquant qui a loupé un ballon de la tête, il a voulu, en tant qu'ancien joueur, lui dire comment ça peut être mieux fait. Si ça, on veut le lui reprocher, ben, je suis désolé, au Cameroun, on fait de la sorcellerie. Parce que dans le même temps, Patrick Mboma était là. Il a pris part aux séances d'entraînement. Dans le même temps, Raymond Kala était là. Et je rappelle que Patrick Mboma n'était pas membre du staff technique. Mais il a un statut honorifique au sein de l'équipe. Rigobertson lui a permis de participer aux séances d'entraînement. Pourquoi à ce moment-là, on ne ôte pas à Patrick Mboma le fait qu'il participe aux séances d'entraînement en se disant il n'a rien à faire là, il ne fait pas partie du staff technique. Donc je trouve sincèrement, je tiens à dire que pour moi, c'est purement une curiosité camerounaise. Et le fait d'en faire un problème, c'est curieux parce que vous ne pouvez pas avoir l'un des meilleurs attaquant de l'histoire qui puisait peut être président et vous dites ok, non, sur les questions d'ordre technique il n'a rien à faire là parce qu'il est président. Mais je trouve quand même qu'il y a un côté chez nous que c'est des problèmes de personnes qui peuvent permettre qu'on en arrive à ce niveau. Sinon la logique voudrait quoi? La logique voudrait que si vous avez eu le meilleur joueur africain qui participe à une séance d'entraînement, que vous ayez le sentiment que c'est normal. Ça ne peut déranger qu'à partir du moment où le coach dit publiquement que ça me pose un problème qu'il participe aux séances d'entraînement.
Mais à partir du moment où il peut participer aux séances d'entraînement, où est-ce qu'on perçoit la difficulté et le mal dans tout ça? Est-ce qu'il y a un Camerounais, et je termine par là, est-ce qu'il y a un Camerounais qui, que ce soit dans une chaîne de télévision ou ailleurs, mis à part Rigo Berson, Patrick Mboma, Jérémy et tout le reste, ils sont nombreux les Camerounais qui peuvent s'asseoir et parler football avec Samuel Eto'o. Tous ces Camerounais qui disent aujourd'hui qu'il n'a rien à faire dans un... Donc, vraiment, je profère qu'on puisse être critique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que président, il a sa responsabilité. Quand il y a échec, il a sa responsabilité. Ça, c'est quelque chose... Enfin, le plus honnêtement possible, il faut pouvoir le dire. Mais de là à dire que ah non, mais il n'a rien à faire dans un stade. Lui c'est un président, il doit rester. Mais dans ce cas, il fallait qu'on soit heureux d'avoir un président, je ne sais pas... non, c'est un ancien joueur de haut niveau. Et pour moi, s'il pense à un moment donné qu'il peut apporter son coup de main, tant que ça ne pose pas problème au staff technique et que ce n'est pas revendiqué, ou aux joueurs, parce que ceux qui ont posé la question à ce moment-là à Moubania, c'était pour s'assurer justement de ce que vous étiez en train de parler. Et donc, se départir de ce qui se dit dans les réseaux sociaux, est-ce qu'effectivement ça pose un problème? On a sa réponse. Vous pouvez jouer la bande. Ceux qui étaient autour de l'équipe ont discuté avec le staff technique. Donc, pour moi, c'est pas vraiment... Non, vraiment, il y a des problèmes au sein de l'équipe qu'on peut régler, mais aller jusqu'à ce niveau, sincèrement, ça ne sert à rien comme débat. Oui, si on reprend la phrase dans la tanière du président, dans la tanière, devant le coach, dit « personne n'a sa place assurée dans cette équipe », ça pousse quand même à la réflexion. On a envie de se dire, est-ce que c'est à lui de déclarer cela, surtout devant le staff technique? Bon, maintenant, est-ce que l'aura de Samuel Eto'o ne peut pas aussi, j'ai envie de dire, mettre un peu la pression sur les autres qui préfèrent se taire et ne rien dire? Personne n'a sa place assurée, c'est pas à la CAN. Non, c'est pas à cette CAN, je veux dire, c'est toujours pour justifier son omniprésence. En quelques secondes, je vais vous faire une confidence. J'ai été critique, très critique à l'égard du président de la FECAFOOT. On va arriver à votre cas vous-même, parce qu'on va parler des journalistes. Justement, mais c'était pour dire que, on y arrivera tout à l'heure, mais c'était pour dire que je me souviens d'une interview que je réalise avec lui, quelques temps après, je crois que c'était à Yaoundé, je crois que c'était l'Assemblée Générale de la FECAFOOT, et je lui pose d'ailleurs la question, quelles sont ses ambitions pour cette équipe nationale du Cameroun qui va à la CAN? Et il répond en disant, le problème c'est que si aujourd'hui je fixe un cap, on dira encore que Samuel Eto'o a dit que... La faute à lui peut-être. Lui aussi, il est trop présent. Oui, mais vous savez, vous avez le droit de poser la question. Ça, c'est pas un problème. Mais moi, ce qui me dérange, c'est lorsque la présence de quelqu'un vous dérange. Est-ce que c'est pas parce que vous avez forcément, vous, un problème avec cette personne? Je pose la question ici pour une seule raison. Quelle est l'équipe en Afrique, en ce moment précis, où Samuel Eto'o peut proposer ses services d'ancien joueur, ne serait-ce qu'un temps, pour donner un coup de main? Combien d'équipes vont lui fermer la porte en disant « Oh, il va déranger ». Bon, je n'ai pas de réponse, c'est moi qui pose les questions ici. Voilà. Donc, je pense que dire qu'il dérange, parce qu'il est omniprésent, il ne peut déranger que ceux qui ont des soucis que l'on connaît et qu'on n'aura peut-être pas le cas d'évoquer. Non, on ne va pas parler de ces soucis-là ici. En revanche, on peut capitaliser sur sa présence. Parce que je l'ai dit, je ne suis pas sûr qu'ils sont nombreux qui peuvent parler football de haut niveau avec lui. Je ne suis pas sûr. D'accord. Maintenant, sur son approche en tant que président de la fédération, moi je note qu'il y a une évolution. On s'est plaint, beaucoup se sont plaints en tout cas du fait qu'il arrivait dans le vestiaire, il parlait et c'était filmé. Vous en avez encore vu des vidéos de Samuel Eto'o en train de parler et en train d'être filmé? Les gens ont oublié que quand vous arrivez quelque part, il peut y avoir un temps d'adaptation aussi.
même si vous vous appelez Samuel Eto'o, et qu'on est fait de chair. D'accord. Donc, il ne peut pas juste avoir que des aspects positifs, il peut aussi avoir des éléments qui... J'ai encore plusieurs questions à vous poser, on va y aller rapidement, sinon le temps va nous faire défaut. Alors, vous dites que le président de la fédération a sa part de responsabilité. Rapidement, quelle est donc sa responsabilité? C'est lui qui coordonne l'équipe. Donc, à partir du moment où l'équipe est supposée aller très loin dans la compétition, qu'elle ne va pas loin, il est responsable. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il a voulu démissionner. On va parler de cette démission sans démission finalement. Est-ce que Samuel Eto'o paye de ses fautes en tant que... du temps où il a été joueur et peut-être de son entourage aujourd'hui à la fédération? Non, je pense que Samuel Eto'o, et c'est à partir de ce moment, je me suis dit non, je peux plus, je peux plus, on n'est plus dans de la critique contre Samuel Eto'o. On est dans... Samuel Eto'o est victime de beaucoup de choses. Il est victime à la fois de ceux qui... Peut-être, hein, moi je ne sais pas, peut-être les choses ne marchent pas bien dans le pays, mais il est victime de ceux qui pensent que il est entré dans quelque chose dans des choses qui ne marchent pas bien, il faut que ça continue de ne pas bien marcher, et voilà, il ne faut pas que ça marche bien. Je pense qu'il est victime de ceux qui pensent qu'il est arrivé là où ça se passait d'une certaine façon, il est venu avec une autre approche. Je me suis rendu compte que depuis qu'il est arrivé à la FECAFOOT, avant vous arriviez, pour ceux qui y allaient, vous entrez comme vous voulez. Aujourd'hui, pour mettre les pieds à la FECAFOOT, si vous n'avez pas rendez-vous avec quelqu'un, vous n'entrez nulle part. Il est victime, de mon point de vue, de toutes ces choses. Parce que ce n'est pas possible que dans un pays, dès que vous vous levez le matin, vous allez sur les réseaux sociaux, on ne parle que d'une personne. Matin, midi, soir, c'est pas possible. Je vais dire que humainement, je suis même pas sûr que pour ceux qui sont croyants, même Satan, pardonnez-moi, on parle autant de lui de cette façon. Donc on peut plus penser que c'est simplement de la critique. Il y a forcément d'autres choses derrière. Et pour quelqu'un qui a tant donné pour un pays, pour une icône, je trouve quand même que c'est violent. Je trouve que c'est vachement violent ce qui se passe et ce qu'il subit. Peut-être aussi parce que le Cameroun, sachant ce qu'il a donné aux Camerounais en tant que joueur, oui, on veut voir cela dans la gestion de la fédération. On se rappelle qu'il avait dit qu'il est revenu donner au football camerounais, redorer les lettres du football camerounais. Mais est-ce que si on reste dans le cadre de la CAN, pas du football local, de la CAN spécifiquement, est-ce qu'on peut dire qu'il a rempli cette mission-là? La CAN a été un échec, je venais de vous le dire. On ne peut pas extraire le président de la FECAFOOT d'un échec de l'équipe nationale. C'est pas possible. Ça fait deux CAN avec Samuel Eto'o. Bon, là, c'est de 2021. C'est un peu compliqué pour la simple et unique raison que de là où l'équipe nationale du Cameroun venait, si on estime qu'être demi-finaliste c'est un échec, je pense que c'est compliqué et que honnêtement sur une CAN où c'est l'équipe d'avant qui a géré et lui il est venu juste après. Mais pour ce qui est de cette compétition, je le redis, il a voulu démissionner, il a demandé à ce qu'il soit démissionné parce que vous ne pouvez pas le soustraire de cet échec, c'est pas possible. Très bien. Parlons donc de cette démission. Est-ce que quand on veut démissionner, on rédige sa lettre de démission? On ne dit pas de bouche « je veux démissionner ». On ne dit même pas « je veux démissionner », on démissionne. On écrit, on dit « bon, je ne suis plus là ». Il est président d'une fédération. Est-ce que ce n'est pas le schéma comme les Camerounais, comme nous disons là? Non, je pense qu'il faut... Il est président d'une fédération. Il y a des procédures dans cette fédération pour arriver à une décision. Et sincèrement, ça aurait même été, pour moi en tout cas, une mauvaise chose qui s'en aille. Pour la simple et unique raison, et vous avez dit qu'on n'a pas assez de temps, mais qu'on évoquera cela tout à l'heure, parce que l'idée qu'on veut nous renvoyer, c'est d'un football camerounais qui va mal depuis qu'il est arrivé. Et je pense que même vous ne supporterez pas, surtout si vous avez de la famille, que matin, midi, soir. Alors vous n'êtes pas forcément parfaite, mais que chaque fois que vous essayez de faire quelque chose pour aider, vous subissez le contre-coup. Donc pour moi, à un moment, humainement, il aurait même pu avoir envie de démissionner tous les jours. Je dis tous les jours, parce que c'est matin, midi, soir sans arrêt. Et je ne suis pas sûr
qu'il est obligé d'être là, personnellement. Donc l'envie de démissionner peut vous arriver à tout moment, compte tenu quand même de... je suppose que vous allez souvent sur les réseaux sociaux pour voir ce qui est écrit en longueur de journée. C'est soit il est un corrompu, quand il n'est pas corrompu, il est un bandit, quand il n'est pas un bandit, il est venu escroquer de l'argent à la FECAFOOT, quand il n'est pas venu escroquer l'argent, c'est un dictateur, les autres lui ont donné des noms. Donc, il doit de l'argent même à certains voilà, joueurs. donc à partir de ce moment, humainement, peu importe qui vous êtes, vous pouvez avoir envie de démissionner. Surtout que lors de la CAN, je pense qu'il a vu des choses lui aussi, toujours dans la notion de discipline dont parle le président de la République, qui n'a pas peut-être pu avaler et qui lui sont retombés dessus par la suite. Et donc tous ces éléments-là font qu'au bout d'un moment, vous pouvez avoir envie de partir. Et vous avez peut-être aussi toujours envie de savoir si vos membres du comité exécutif, qui sont exposés justement à cette communication permanente sur les réseaux sociaux, qui tend simplement à dire que vous êtes le diable, si finalement ils vous perçoivent encore comme quelqu'un qui peut l'homme de la situation ou pas. Donc, d'un point de vue managérial, tout est possible. Vous pouvez avoir envie de sentir ce qu'autour de vous, ce qui se dégage de tout ce qui est dit. Bon, peut-être vous venez avec votre lettre de démission. Vous ne dites pas juste de bouche que je veux démissionner. Vous venez et qu'on sente que vous êtes vraiment en train de... La manière, moi, je sais pas. Mais le problème avec lui, c'est que j'ai l'impression qu'il s'est retrouvé dans une situation où les gens voudraient que chaque fois qu'il veut faire quelque chose, qu'il prouve aux gens le fond de ce qu'il veut faire. Et je me dis que cette communication qui est autour de lui sur les réseaux sociaux, c'est pas pour rien. On veut l'amener à entrer dans un moule où il n'y a plus rien de naturel chez lui et tout doit devenir artificiel. Et moi j'ai peur parce que si on l'amène là-bas, dans ce registre-là, on va perdre ce qu'on a aimé en lui, c'est-à-dire l'être de chair qu'il est, et c'est dommage. Ça serait dommage. Finalement, Samuel Eto'o, c'est plus de mal que de bien au football. C'est une question. Au regard de la fissure qui est de plus en plus profonde dans le foot et même plus loin dans la société, je le dis au regard, par exemple, des expressions qui existent depuis qu'il est à la tête de la fédération. On a les églisiens, c'est une expression qui n'existe déjà pas, pour dire l'église de Tchinga. En face, on a les hiboux, c'est-à-dire vous êtes contre ceux de l'église. Finalement, ils nous apportent plus de bien que de mal, Samuel Eto'o. Vous avez dit qu'on n'a pas assez de temps, permettez-moi... On va y aller rapidement, sinon on ne pourra pas toucher tous les points. Un peu plus de temps sur cet aspect. D'abord, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Le football camerounais, il y a beaucoup qui... C'est la chance que j'ai d'être ici aujourd'hui en tant que journaliste de sport. Il y a beaucoup qui découvrent le football avec Samuel Eto'o. Alors, j'explique rapidement. Le football camerounais était dans un état comateux avant son arrivée. Il a, évidemment... On lui reproche aujourd'hui d'avoir dit le football camerounais va retrouver toute sa grandeur avec lui. Il y a eu une campagne avec des slogans et aujourd'hui il y a la partie où il dirige. La partie où il dirige, c'est quoi? C'est que ce qui faisait le plus de mal à notre football d'élite, c'est qu'on avait beaucoup de clubs en première division, on avait peu de ressources. Et donc, comme on avait peu de ressources, la conséquence, c'est que vous aviez des gens qui avaient des clubs, mais qui ne parvenaient pas à payer des joueurs qui, le matin, vont aller à des séances d'entraînement et recevaient 1000 francs de primes des séances d'entraînement, et le soir, ils vendaient le poisson braisé. Donc, ils passaient plus de temps à penser à combien ils vont vendre le poisson braisé qu'à jouer au football. L'une de ses premières décisions, et tous ceux, moi en tout cas, quand je l'ai vu arriver, c'est l'une des choses que j'attendais, c'était de trouver le moyen de diminuer au minimum le nombre de clubs pour qu'il y ait un équilibre entre ressources et nombre de clubs. Malheureusement, nous, on savait une chose, que ça n'allait pas faire des heureux. Parce qu'il y avait des gens qui ont pris le football, qui s'en servaient, qui se servaient surtout de l'argent de l'État, qui avait décrété le professionnalisme, qui a accompagné le professionnalisme depuis des années en versant des subventions, notre argent subventionné. Ces gens-là, dont on oublie que c'est un business, parce qu'être propriétaire d'un club, c'est un business. Et donc ces gens percevaient l'argent de l'État. Parfois, malheureusement, ils ne payaient pas les salaires des joueurs. Et donc ces joueurs-là
parfois quittait le pays, allait j'aime bien Oman, hein, c'est un pays que j'aime bien, y allait, puis essayait de se balader avec l'aide des agents. Et puis un jour, il se retrouvait en équipe nationale et puis on se plaignait qu'on n'avait pas les joueurs de niveau. Voilà le schéma qu'on avait. Quand il est arrivé, il a voulu modifier ce schéma. Et je pense que le premier souci qu'il a eu venait de là. C'est que quand il a voulu modifier ce schéma, les gens qui se servaient du football pour construire leurs immeubles dans leur village et tout le reste, ont pris cela comme un problème personnel, ont ameuté d'autres personnes sur les réseaux sociaux et ont expliqué que, voyez-vous, nous ne sommes plus avec lui, il n'arrive pas à ramener l'ordre, il est venu diviser. Mais pendant des années, eux, ils ont maintenu des footballeurs, ce pourquoi ils percevaient l'argent de l'État, dans un état de délabrement insupportable. Mais comme par hasard, le football allait bien. Les réseaux sociaux, on n'en parlait jamais. Tout était bien. À longueur de journée, on ne savait même pas si un footballeur vit ou il ne vit pas. Curieusement d'ailleurs, pendant des années. C'est ce que nous, on a vécu. J'ai même vu des brillants journalistes qui ne vont jamais dans un stade aller dans ce sens et dire que non, ça ne va pas. Tout le monde... Non, vraiment, c'est très compliqué, il y a trop de bruit. Mais nous, en toute sincérité, on savait que ça allait créer du bruit. Parce qu'on savait ce qui était mis en place. On savait que les gens créaient des clubs, arrivaient au niveau, attendaient la subvention de l'agent, la subvention qui vient de l'État, construisaient leurs immeubles, allaient en Europe, laissaient des joueurs qui n'étaient pas payés, et que ça allait poser problème. Donc je pense que son premier souci est venu de là. Et la division dont vous parlez est venue de là. Mais si vous aimez minimalement notre football, vous ne pouvez pas décrier cela. Parce que ce qui se passait depuis des années, c'est ce qui était dangereux. Deuxième chose, la subvention que lui, il a ramenée, comparativement à ce qui était là, est passée au double. Mais son erreur, deuxième erreur, c'est de dire que pour que vous touchiez ces subventions, vous devez venir avec la preuve que la première qu'on vous a donnée vous a servi à payer les joueurs. Malheureusement, j'aime beaucoup ce que certains présidents de club ont fait depuis des années, parce que investir dans le football au Cameroun, c'est investir à pète. Mais prendre déjà le football pour un moyen, en tout cas pour certains, pour un moyen d'évolution dans la société, au détriment de ce pourquoi il faut mettre des moyens, c'est dangereux. Et donc, quand il a demandé ça, il s'est retrouvé avec des gens qui ne connaissaient pas ça. C'est-à-dire qu'ils savaient aller prendre l'argent de l'État, faire ce qu'ils veulent avec, ne pas payer les salaires. Ils ne pouvaient pas donner des justificatifs. Et donc, aujourd'hui, ils se sont retrouvés dans cette situation. C'est devenu un problème. Ils en ont pris les moyens qu'ils ont. Ils sont allés voir les gens qu'ils connaissent sur les réseaux sociaux. Et ils ont expliqué que le football camerounais, aujourd'hui, va plus mal qu'il y a cela plusieurs années. Et il y a des gens qui sont arrivés dans le football aujourd'hui qui disent « Ah oui, mais il y a trop de divisions dans le football, il y a trop de bruit, on ne comprend pas ce qui se passe. » C'est un problème de réforme. Et c'est tout ce que ceux qui aiment le football camerounais attendaient depuis. Tenez, la saison prochaine, on va jouer avec 16 équipes au Cameroun. Plus de ressources, moins d'équipes, et donc plus de capacité pour les bons élèves de pouvoir payer les joueurs. Et à partir du moment où les joueurs sont payés, pense simplement à jouer au football et non à vendre le poisson brisé. Parce que quand un joueur pense à vendre le poisson brisé, peu importe ce que le coach lui dit en matinée, il n'a pas l'esprit à ce qu'on lui dit. Pour lui, c'est son commerce. Parce que c'est ça qui lui permet d'envoyer son enfant à l'école et de manger. Sur ce point, je suis désolé. Je ne vois pas en quoi le dire fait de quelqu'un un églisien ou je ne sais pas. Vous parlez comme un journaliste qui doit être de l'église. Voilà. Parlons des journalistes maintenant. Dans l'échelle de nos responsabilités, est-ce qu'il ne faut pas mettre aussi un peu les journalistes? Je le dis parce que certaines informations, même classées sensibles, se sont retrouvées à l'extérieur. Est-ce qu'ici, les journalistes présents ont fait vraiment leur boulot, notamment le boulot de traitement? Et plus loin, est-ce que, journalistes, surtout vous du sport, est-ce que vous n'êtes pas un peu à l'origine de cela? Parce que
Votre milieu est tellement divisé qu'on a du mal à croire en ce qu'un journaliste du sport dit. On donne très peu la parole aux journalistes de sport. On accorde plus d'importance à ce que ceux qui n'écument pas les stades de football le week-end vont dire. Et l'une des choses qui m'a plu avec l'arrivée de M. Eto'o, c'est que, curieusement, dans les débats du dimanche, dans les interviews, dans un certain nombre de choses, de plus en plus, on retrouve non seulement des sujets liés au foot, mais également les journalistes de sport. Merci d'ailleurs. Merci d'ailleurs de m'avoir invité, mais je ne pense pas que s'il y avait eu un autre président de la FECA Foot, c'est pour ça que je dis qu'on peut capitaliser derrière lui, derrière ce qu'il incarne, mais on préfère faire autre chose. Maintenant, la division dont vous parlez, non, la division ne vient pas des journalistes de sport. Les informations qui fusent ne viennent pas des journalistes de sport. Mais on a du mal à croire ce que vous dites. Vous êtes les premiers à nous donner une information, une contre-information ou une fausse information. Les informations qui fusent, très souvent, ce que le public prend, c'est ce qui vient des réseaux sociaux. Et le problème avec les réseaux sociaux, c'est que vous êtes mieux placé, mais peut-être pas le public. C'est qu'il y a collecte, il y a diffusion, mais il n'y a pas souvent traitement. Il n'y a pas de traitement. Et malheureusement, on se retrouve donc avec une population, un public qui est livré à lui-même. Et on endosse ça sur des journalistes de sport. Les journalistes de sport, ils sont au stade tous les week-ends. Les journalistes de sport, par exemple, tenez, je vais vous prendre un exemple. Les journalistes de sport savent que depuis qu'on a cet exécutif à la tête de la fédération, il y a de plus en plus d'engouement médiatique autour des matchs. Il y a un jeune homme aujourd'hui qui se retrouve en Algérie, qui était une destination qui était devenue compliquée pour les joueurs qui évoluent localement, parce que le football camerounais, le football local, avait de moins en moins de la visibilité. Il s'appelle Lionel Ateba, qui a signé un contrat très intéressant en Algérie, tout simplement parce que depuis qu'il y a cet engouement, les matchs de la NTN Elite One sont filmés. Vous les retrouvez sur les réseaux sociaux et les équipes qui peuvent mettre de l'argent pour venir chercher ces joueurs, qui ont des scouts, peuvent voir ce qui se passe, même en étant au Maroc et en Algérie, et donc pouvoir percevoir une perle rare. Les caisses de la Dynamo, là, par rapport à ce contrat, tout ce qui peut se passer derrière ne peut qu'être positif. Donc, nous ne sommes pas divisés, non. Mais c'est vrai que parfois nous sommes manipulés. Et la notion de manipulation avec des journalistes, excusez-moi, il ne s'agit pas que des journalistes de sport au Cameroun. Et le principe, il est connu. Clochard disait, pour mieux manipuler. Et beaucoup auraient peut-être souhaité que Samuel Eto'o, arrivant à la fédération, prenne tous les journalistes, s'arrange à ce qu'ils soient dans un confort, mais ça aurait peut-être aussi été dangereux, parce qu'on aurait dit que parce qu'ils sont pris en charge, parce qu'ils fonctionnent avec Samuel Eto'o, parce qu'ils reçoivent l'argent du président de la FECA Foot, ils ne peuvent être que, vous avez l'expression, je ne maîtrise pas bien, des églisiens. Oui. Et donc, à partir de ce moment, ça allait être compliqué. Moi, j'ai critiqué Samuel Eto'o, on m'a dit que j'étais... j'ai critiqué la FECA Foot à la Coupe du Monde. J'ai critiqué la FECA Foot durant la CAN, son président durant la CAN. Les images sont sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, on m'a dit que j'étais hibou. Un hibou. Lorsque je dis des choses qui vont en faveur du président de la FECA Foot ou de la FECA Foot, on me dit que je suis un églisien. Mais on oublie pratiquement que le journaliste n'est pas une idéologie. Le journaliste, c'est de dire ce qui se passe au moment où ça se passe. Ça veut dire que si aujourd'hui, je trouve que cette chaise, elle est rouge, je dis que la chaise, elle est rouge. Le jour où je reviens et qu'elle n'est plus rouge et qu'elle est blanche, en quoi est-ce que le fait de dire qu'elle a changé, elle n'est plus rouge, elle est blanche, fait de moi quelqu'un qui a des problèmes de ventre ou qui est et c'est des problèmes de société. Le problème, c'est qu'on doit être, et vous avez dit tout à l'heure qu'on est bipolaire, non, on doit se faire psychanalyser. Parce qu'aujourd'hui, on estime que même les journalistes doivent avoir une idéologie. Donc, c'est-à-dire que si vous avez dit que Samuel Eto'o, il est beau aujourd'hui,
vous n'avez pas le droit de dire qu'il est laid. Ou si vous avez dit qu'il est laid, vous n'avez pas le droit de dire qu'il est beau. Tout à l'heure, vous avez dit que les réseaux sociaux, c'est davantage les influenceurs et tout. Mais j'ai envie de dire qu'un journaliste nous a quand même parlé de l'arnaque. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Est-ce qu'il faut croire en l'arnaque? Ou alors se dire que, bon, peut-être que, comme Samuel Eto'o a dit, il écrit son histoire et nous la commentons. Vous savez, le même journaliste a écrit c'est 3 productions déjà sur lui. Même en école de journalisme, on nous apprend face à un sujet spécifique qui est important, on nous apprend à avoir de l'équilibre. Si vous êtes dans un débat... Étant proche de lui, on a envie de dire qu'il sait de quoi il parle. Oui, mais ce que je suis en train de dire, c'est que si vous faites 3 livres sur un individu, et que sur les 3 livres, 3 productions, il n'y a jamais rien de positif, il n'y a que du négatif, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Autant décréter que M. Eto'o, c'est le diable. Bon, vous savez que le journaliste s'intéresse au train qui arrive en retard. Donc peut-être que c'était son angle de traitement. Oui, le train qui arrive. Enfin, je ne veux pas commenter, parce qu'en plus, c'est un aîné, moi j'ai beaucoup de respect pour les aînés. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas vraiment mettre le... Mais ce que je remarque simplement, c'est que si vous faites 3 productions, et que sur les 3 productions, il n'y a jamais rien de positif, alors qu'un être humain, c'est évidemment un côté négatif ou des côtés négatifs, mais également il y a des choses positives. Mais si vous faites 3 productions et vous ne voyez jamais rien de positif, bon, moi je m'interroge. Après, chacun est libre en tant que journaliste de faire et d'aller là où il veut. C'est un aîné, je respecte le fait qu'il soit un aîné. Très bien, on va y aller rapidement en une seule question et vous me répondez en 1 minute également. On parle de reconstruction en ce moment. Reconstruire avec qui? Est-ce qu'on garde le même staff ou alors et la même équipe qui semble plus jeune quand même? Est-ce qu'on garde la même ossature pour reconstruire ou alors il faut changer, surtout quand on a une autre échéance qui est proche, la Coupe du Monde? Non, je pense qu'on ne peut pas garder le même staff. Après ce qui s'est passé, c'est impossible, on ne peut pas garder le même staff. Il faut passer à autre chose. Faut, même en guise d'électrochoc, même si c'est pour créer un électrochoc, il faut revenir à un autre discours. Il faut revenir avec quelqu'un qui a une autre idée et il faut revenir avec quelqu'un qui peut avoir techniquement ou tactiquement certaines capacités. De préférence, moi personnellement, j'aurais pris un expatrié pour la simple et unique raison que c'est très difficile quand vous êtes Camerounais de diriger cette équipe. La pression, elle est énorme, mais vraiment énorme. Et je pense que le jour où on aura un Camerounais qui aura gagné avec une équipe à l'étranger, où il y a à peu près la même pression qu'on peut vous faire subir quand vous êtes sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, je pense qu'on ira à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui... Moi, je terminerai en disant qu'il y a quelque chose qui, moi, me heurte, c'est évidemment ce qui se passe dans le milieu des acteurs du football, certains anciens coéquipiers qui s'en prennent au président de la FICAFOOT. Je pense qu'on a besoin du rassemblement. On a besoin que tout le monde aille vers un seul objectif. Mais pour ça, il faudrait également que tout le monde respecte la position de chacun. Monsieur Jérémy Dita est président du SINAFOC. Il faut qu'il reste président du SINAFOC, qu'il s'occupe des questions des salaires des joueurs. Parce que c'est la priorité. Monsieur Eto'o est président de la FICAFOOT, il faut qu'il s'occupe du football dans sa globalité. Je pense que les querelles de personnes ne doivent pas aller au-dessus de ce qui est plus important, c'est-à-dire l'équipe, le football camerounais ou alors les institutions, l'équipe nationale du Cameroun. Malheureusement, ce n'est pas ce que j'observe. J'ai le sentiment que certaines personnes ont pris leurs problèmes personnels et mettent ça au devant de la scène. Bon, peut-être s'il est bousculé, il a le droit de se plaindre s'il est bousculé. Depuis 3 ou 4 ans, on a des difficultés au niveau de notre football. On a besoin de ces énergies-là pour permettre au football camerounais de revenir. Moi, j'ai l'intime conviction que après avoir aimé son pays, après avoir joué pour son pays, on ne peut pas détester son pays. On peut peut-être faire des choses qui n'aboutissent pas,
parce qu'on n'a pas pris la bonne route, mais on ne peut pas se retrouver dans une situation où on déteste son pays. Et je garde cet élément-là pour dire que c'est pour cette raison que je lui accorde des circonstances atténuantes au président de la FECAFOOT, parce que je pense qu'il aime profondément son pays. Et j'estime qu'on gagnerait à l'aider, là où ça se passe mal, à mettre le doigt là où ça se passe mal, mais dans le sens de l'aider. Je regrette ce qui se passe, parce que ce qui se passe, ce n'est pas de la critique. Quand vous prenez son nom, on lui donne un autre nom. Quand on dit qu'il est venu parce qu'il a des problèmes d'argent, quand on dit qu'il est venu en longueur de journée... Georges, on ne va pas refaire l'émission, vous avez déjà terminé là-dessus. Alors, vous venez de parler d'un expatrié. Ça remet en question, ça remet sur la table la question de la nationalisation du banc. Est-ce qu'ici, ce n'est pas créer un autre problème? Et par ailleurs, vous avez dit changer le staff. On garde les joueurs tels quels, ou il faut aller dans les locaux, par exemple? Non, je pense que pour les joueurs... Dans le championnat local, je veux dire. Pour les joueurs, si on veut avoir une équipe nationale du Cameroun compétitive, ou même une équipe féminine, ou peu importe, il faut qu'on accepte quelque chose qu'on ne veut pas accepter en tant que Camerounais. Les autres sont arrivés là où ils sont aujourd'hui parce qu'ils ont su perdre. Camerounais n'aiment pas perdre. Aujourd'hui, de la défaite, tu apprends beaucoup de choses. Ouais. Et on est arrivé à une phase de notre football où ce n'est pas une question de taux, de tel ou de tel. C'est une question depuis des années, notre football va mal. Et on ne veut pas donner le temps aux gens qui sont venus pour reconstruire. On est tellement pressé parce que nous, on a fonctionné uniquement avec des victoires. Et donc, quand ça se passe mal, notre football va mal. Citez les grands championnats. Prenez les grands championnats. Il n'y a plus un joueur camerounais qui joue dans les 4 premiers grands clubs des grands championnats. Il n'y en a pas. Ce qui n'est pas le cas du Sénégal, qui n'est pas le cas du Mali. Des équipes qu'on battait avant, mais qui ont accepté la défaite qu'on a pu leur infliger pour travailler. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut travailler. Et pourquoi on travaille? Il faut d'abord que le football local soit structuré, ce qui est en train d'être mis en place. Même si on veut nous faire croire que c'est la division totale, il faut que le football jeune soit structuré. Ce qui est en train de se faire, ce n'est que par là qu'on aura les joueurs demain capables de parfaitement défendre notre équipe. Sinon, on ne peut rien faire à l'état actuel. À l'état actuel, on ne peut qu'essayer de faire ce qu'on peut, le temps de travailler en back-office. Mais le problème, c'est que nous, on ne veut pas entendre ce discours. Le Camerounais ne veut pas entendre parler de défaite. Le Camerounais n'est pas prêt à perdre. Le Camerounais bat le Sénégal en 2002, mais n'accepte pas aujourd'hui qu'il soit battu par une équipe qui a accepté d'apprendre de la défaite. Et si on n'accepte pas ça, ça va être compliqué. Donc pour les joueurs, on n'ira pas prendre les joueurs sur la planète Mars. C'est impossible. Donc pourquoi je dis un autre staff? Parce que l'autre staff va venir avec une autre motivation. C'est-à-dire on va se dire que comme Rigobert n'est pas là, chacun va vouloir se bousculer pour le nouveau qui arrive, pour pouvoir être titulaire. Donc ça va créer un électrochoc et ça peut créer quelque chose de provisoire. Mais si on veut vraiment régler les problèmes de notre football, il faut créer un environnement de stabilité où les gens peuvent mettre en place quelque chose. Ce qui est en train de vouloir être fait. Mais le problème, il faut voir aussi le circuit du joueur. Voilà. Le problème, c'est que dans le contexte actuel, les gens s'opposent même à cela parce que les gens ne mettent pas le football à côté de ce qui se passe dans la société. Et tu as comme le sentiment que les gens voudraient que tout va mal, tout puisse aller mal. C'est-à-dire que qu'on soit dans une logique de ce qu'il n'y a rien qui marche, comme si il y a un problème s'il y a des choses qui marchent. Et c'est contre ça qu'on doit pouvoir lutter. C'est contre cette difficulté-là qu'on doit pouvoir lutter. Quand un joueur de Vitória United va à la CAN, il ne va pas à la CAN pour porter le baf. Voilà. Non, il ne va pas à la CAN parce qu'on attend de lui. Quand on sait, si vous allez le week-end regarder nos matchs, vous allez vite comprendre que l'intensité d'un match de Coupe d'Afrique des Nations n'a rien à voir avec la MTN Elite One. Donc il ne peut pas y aller pour être le meilleur joueur du monde. Non, il y va pour d'abord dire aux autres qui sont restés, qui jouent localement, que tu n'as pas besoin d'aller au Qatar, en Arabie Saoudite pour être convoqué en équipe nationale. En étant là, tu peux être convoqué et pour motiver les autres. Donc, c'est ces choses-là qu'on est supposé comprendre, qu'on doit comprendre, qu'on doit accepter et qu'on ait la patience pour pouvoir bâtir. Parce que c'est par là que les autres sont passés. Merci. Merci Georges Bimbe. Nous sommes arrivés au thème de notre émission et j'ai envie de dire que nous avons
nous avons pris les arrêts de jeu aussi. En plus. On est des mauvais joueurs, en fait. On a été comme les lions. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu à nos questions parfois piquantes pour vous-même. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.